On va reprendre du coup les interventions avec la troisième intervention de la journée qui va porter sur les effets et les conséquences du dévoilement de soi sur les équipes professionnelles ou sur les usagers. Je vais donc vous présenter premièrement Julien Bonilla-Guerrero, qui est ergothérapeute et coordinateur d'équipe mobile au centre hospitalier de Jonzac. Ensuite, nous pourrons entendre Nour Kazemi-Vidal, qui est médiatrice de Santé Père depuis 4 ans au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan dans les Landes et depuis 18 mois au sein de la plateforme de Père Aidance Esperland. Et avec nous également Dr Alexandra Nguyen. Son parcours s'ancre dans une triple expérience clinique en tant qu'infirmière en psychiatrie et thérapeute de famille, académique comme professeure et chercheuse, puis managériale en tant que doyenne et directrice académique dans une haute école de santé en Suisse. Elle est notamment fondatrice du cabinet Arise, qui propose de la consultance, de la formation, de la supervision et des recherches-actions dans le champ de la santé, du social et de l'enseignement. La parole est à vous. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'introduis juste notre petite table ronde pour vous dire, alors déjà pour remercier les organisateurs de la proposition, puis les membres de la CMR de nous avoir choisis. J'espère qu'on sera à la hauteur de la proposition. J'en profite aussi pour remercier Nour et Alexandra parce que alors Nour, je la connaissais un tout petit peu, mais Alexandra, on se connaissait pas du tout avant cette table ronde. Et pour vous dire, on a préparé un petit peu ce qu'on allait essayer de vous présenter. Donc on s'est rencontrés 2-3 fois par visio et ça a été un super moment d'échange et de partage entre nous. Donc j'espère qu'on arrivera à tous les trois vous partager ce qu'on a eu comme échange pendant ce temps-là. Par rapport au titre et à l'intervention qu'on va vous proposer. Je vais reprendre juste ce qu'a dit Michael ce matin et que je trouvais extrêmement pertinent parce que souvent pour les équipes et pour les professionnels, et moi je suis professionnel de santé à la base, c'est difficile de faire la distinction entre ce que c'est le dévoilement de soi et le savoir expérientiel. Par moments, on confusionne beaucoup ces deux notions-là et on a l'impression que le dévoilement est réservé aux professionnels qui utilisent le savoir expérientiel. Et je pense que c'est une erreur qui a été induite depuis très longtemps dans nos pratiques. Peut-être, Nour, je te laisse la parole. Ouais, moi, en ayant été invitée ici, je travaille dans une équipe pluridisciplinaire à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Et dans cette équipe, il y a des ergothérapeutes, des éducateurs, une assistante sociale, etc., etc. C'est vraiment pluridisciplinaire. Et quand j'ai présenté le projet en disant tiens, est-ce que ça te dit de venir, l'ergothérapeute qui est une jeune ergothérapeute, donc formée il y a 3 ans, elle m'a dit non, mais c'est le dévoilement de soi pour les pères aidants. Et en fait, je suis contente de voir que, d'une part, il n'y a pas que des médiateurs de santé père ici aujourd'hui, ou autres pères aidants, et d'autre part, de savoir, je lui fais un coucou, que cet ergothérapeute est devant son écran en train de nous suivre. J'ai l'impression que ce choix des ergothérapeutes n'est pas fait au hasard, Nour. Je te remercie beaucoup. Peut-être, Alexandra, est-ce que tu veux présenter la première étude ? Ou comme tu veux. En fait, pour vous dire un petit peu comment on a fonctionné, Alexandra, par rapport à ce qu'on a raconté nous avec Nour, Alexandra, elle a été hyper sympathique parce qu'elle a préparé en fonction des études qu'elle avait dans sa boîte à outils plein d'interventions qu'elle peut vous partager. Et donc on va faire un trinôme où à chaque fois on va raconter nous des anecdotes avec Nour et puis Alexandra va illustrer avec des études. L'objectif pour nous n'est pas de tenir la parole pendant 1 heure mais d'avoir 3/4 d'heure à peu près de présentation. Vous verrez qu'entre nous on va peut-être se couper et vous inquiétez pas, c'est voulu entre nous pour intervenir, pour raconter des choses et à la fin on laissera place à la discussion tranquillement. Je te laisse la parole, Alexandra. Très bien, donc comme Nour et Julien viennent de le dire, nous avons prévu que je présente quelques études, 3 sur le dévoilement de soi. J'en avais proposé quelques-unes et puis on les a choisies ensemble pour soutenir les échanges et puis ouvrir les questions.
Et donc, la première étude que je vous présente a pour terrain empirique le programme Émotions positives pour la schizophrénie. Il s'agit d'une étude, d'une intervention psychoéducative qui vise à augmenter la motivation et le plaisir des personnes qui ont une schizophrénie. Donc, dans ce programme que nous avons conçu avec Jérôme Favreau, les animateurs conduisent une double activité, à la fois pédagogique et thérapeutique. Et donc, le programme PEPS encourage une relation partenariale dans le déroulé du programme. Les animateurs, comme les participants, font les exercices en séance, en intercession. C'est prévu, c'est demandé, exigé. Tout le monde fait le programme de la même façon, même si les animateurs conduisent et puis organisent ces sessions. Tous partagent donc leur expérience, leurs échecs, leurs réussites et leurs stratégies. Les principes de conception sont donc que le partage d'expériences soutient l'apprentissage collaboratif sur les habiletés PEPS liées à la psychologie positive et le dévoilement de soi soutient l'alliance thérapeutique. Donc, il s'agit d'une étude exploratoire que je vous présente là. Nous avons interviewé 13 professionnels en psychiatrie lors d'entretiens semi-dirigés, donc des personnes qui animaient le programme PEPS. Et nous avons effectué des analyses de contenu et des analyses thématiques que je vais résumer et vous présenter maintenant, mais que vous trouverez dans l'article qui a été publié. Donc, nous voulions comprendre en quoi le dévoilement de soi dans les partages d'expériences des animateurs constitue ou non une ressource pour l'apprentissage des patients et pour la relation thérapeutique. Nous nous sommes intéressés au contenu personnel que les professionnels sont prêts à divulguer et ceux qu'ils ne dévoilent pas, et quels sont les effets perçus du dévoilement sur la relation thérapeutique. Donc, attendez. J'ai 2 manettes. Il faut juste que, voilà. Je vais vous présenter une synthèse des résultats. Donc, du point de vue des contenus dévoilés, ça vient résonner avec les présentations de ce matin. Du point de vue des contenus dévoilés, les professionnels sélectionnent plutôt les émotions positives et les situations de loisirs qui impliquent des amis, les enfants, le conjoint. Ils évoquent, par exemple, dans le programme des éléments de leur vie privée, similaires à ceux que les patients amènent en séance. Donc, vous voyez qu'il y a la question de l'adressage qui avait été thématisée ce matin aussi. Les résultats nous ont permis de comprendre les critères de sélection du contenu à partager et de les comprendre, de voir comment les professionnels décident de partager avec les patients une expérience, un ressenti, une pensée. Donc les professionnels configurent les contenus à dévoiler selon un principe de pertinence et d'utilité pour le patient par rapport à la situation dans laquelle ce dévoilement de soi, ce partage d'expérience survient, et également par rapport à l'objectif de la rencontre. Donc il y a une intentionnalité, un choix qui est centré sur le patient et l'utilité de ce dévoilement de soi pour lui. L'authenticité s'avère, elle, essentielle dans le dévoilement de soi. Elle rend visible la personne telle qu'elle est véritablement dans ses ressentis, dans ses pensées, dans ses expériences personnelles. Et lors des séances PEPS, les professionnels décrivent par exemple les difficultés qu'ils ont eues dans certains exercices de relaxation, par exemple, qu'on doit faire tous ensemble. Les professionnels ne sont pas forcément toujours plus expérimentés que les participants sur les habiletés PEPS. Et donc, chacun vient partager ses difficultés, mais aussi ses ressources et ses stratégies. Selon les professionnels, les émotions douloureuses ne devraient pas être partagées avec les patients, sauf si elles sont intégrées, métabolisées, c'est-à-dire si elles ne sont pas vives au moment même de les évoquer avec les patients, et si elles sont en quelque sorte maîtrisées, si elles sont dépassées, et qu'ils peuvent évoquer ce qu'ils en ont appris. La crainte de se dévoiler a montré
dans les données que nous avons récoltées, elles sont liées aux représentations que les professionnels ont de leur rôle, leur représentation sur le cadre de la rencontre, et ils sont toujours vigilants à maintenir le patient au centre de la rencontre et des actions. Les expériences professionnelles de partage ou la formation au dévoilement de soi permettent aux professionnels de se sentir plus confortables sur le fait de dévoiler des informations personnelles, donc la formation, la supervision. On l'a évoqué ce matin. Les effets du dévoilement de soi concernent principalement le développement d'un rapport plus égalitaire, moins hiérarchique, plus humain. Partager les informations et des expériences personnelles soutient l'établissement d'une relation partenariale. Le dévoilement de soi modifie également les représentations réciproques. Il permet de mettre de côté sa blouse, en quelque sorte. Et il permet aussi une identification mutuelle du professionnel et du patient, une normalisation des expériences vécues, et par conséquent, il soutient la déstigmatisation et une meilleure estime de soi chez le patient. Donc ça, c'est une première étude, mais à partir des représentations des professionnels. Et puis maintenant, on va échanger à ce propos avant de vous présenter une autre étude. Moi, je vais parler un peu pour les médiateurs de santé pair, même si je n'en suis qu'une, je ne suis pas représentante de leur courant. Mais c'est vrai que le dévoilement chez les médiateurs de santé pair, c'est normalement une pratique assez courante. C'est quelque chose d'assez qui se fait assez facilement, même si ça ne doit jamais être obligatoire. Moi, je pense que le cadre et l'encadrement et l'équipe ne doivent pas forcer au dévoilement. Mais après, il y a un intérêt. Par exemple, moi, dans ma pratique, je me suis dit, tiens, depuis 4 ans et demi, mon baromètre a un peu bougé, et je me suis dit, en quoi mon dévoilement a vraiment marquer des points, puisque c'est le but pour le rétablissement du patient. Alors, il y a 2 domaines, je vais dire très brièvement, mais alors dans les addictions, par exemple, parce que moi j'ai un double diagnostic, j'ai à la fois un diagnostic de troubles psy et des comorbidités addictives, donc j'ai connu le parcours du trouble de l'usage, et je m'en sers encore aujourd'hui quand au sein du SAMSA pour lequel je travaille, on fait rentrer des usagers, nous on appelle ça des usagers, qui ont des troubles de l'addiction, et en fait le fait de moi leur parler de mon parcours, mais pas seulement mon parcours de rétablissement, mais mon parcours de malade, de personne addicte, de personne qui est toujours addicte, mais qui est maintenant un peu en off, mais qui vigilante à l'addiction, ça leur permet de se mettre à ma place et de voir non seulement il y a de l'espoir pour eux, mais aussi ils se sentent moins seuls, en fait, ils se sentent moins seuls dans leurs addictions. Et puis l'autre domaine dans lequel je me dévoile beaucoup, c'est dans les directives anticipées en psychiatrie. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce concept. C'est différent des directives anticipées en soins palliatifs, mais c'est même très différent. C'est des plans de crise conjoints. Moi, j'utilise le GPS, le guide de prévention santé en santé mentale, et par exemple, je dis systématiquement, je les remplis, je le re-remplis chaque année pour voir si mes directives ont changé, et je le dis aux usagers. Je dis, voilà, moi je vais pas vous demander de remplir un questionnaire si moi-même je l'ai pas rempli, et on va le remplir ensemble. Et on sait, vous aimez bien les études, donc je vais en sortir une. On sait que le remplissage des directives anticipées de type GPS avec un médiateur de santé pair, c'est 30% d'hospitalisation en moins. C'est une étude du docteur Aurélie Tinland à Marseille. Donc ça a du sens. Ce que je veux dire par là, et après je laisserai la parole à mes camarades, sinon ils vont me jeter de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que le dévoilement, il doit jamais être gratuit, même pour un médiateur de santé pair. Il faut voir l'utilité derrière. L'utilité, est-ce que c'est utile ce que je vais dire, et est-ce que c'est authentique? Voilà, je te laisse la place. Je vais en parler autant que tu veux, Nour. Il faut que tu partages ça. Je suis désolé, Alexandra, parce que je me rends compte que j'ai pas raconté l'anecdote qui devait lancer
ta première étude et j'ai percuté au moment où tu étais en train de la présenter. Pour ma part, en fait, moi, alors je vais vous raconter 2 anecdotes, celle que j'aurais dû vous faire avant la présentation d'Alexandra et puis celle qui va peut-être introduire la deuxième étude. La question du dévoilement dans les équipes, en tout cas pour les professionnels de santé, ça a été dit un peu ce matin, mais on n'est très clairement pas formé à ça au départ. Et moi, l'expérience que j'en avais, c'était on ne donne aucune information personnelle nous concernant auprès des gens qu'on accompagne. Je vous raconterai cette anecdote après, parce que ça m'a marqué dans mon début de carrière et quand j'étais même encore stagiaire ergothérapeute avec des collègues, où ça a été très compliqué justement de faire face à ça. Une anecdote que je voulais vous raconter, c'était justement du fait de l'intégration des médiateurs santé-pairs dans nos équipes, à poser cette question du dévoilement. Et moi, il m'est arrivé une situation à un moment donné où c'était le tout début de l'intégration des médiateurs dans les équipes. Et moi, ayant un rôle de coordinateur, c'est une position un peu bizarre dans les équipes, parce que je suis pas à la fois chef et responsable hiérarchique, mais en même temps, ça représente dans la tête des collègues une fonction un peu particulière. Et donc, je me souviens d'un jeune qu'on rencontrait pour la première fois. Et nous, à Jonzac, on a l'habitude de rencontrer les familles en même temps qu'on rencontre les jeunes quand il y a des difficultés. Et c'est la première fois où un collègue médiateur est avec moi et on n'a pas du tout préparé tous les deux comment on va se présenter. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de me présenter, de dire ce que je fais, ce que je suis dans l'institution, voire raconter des anecdotes, voire faire des blagues. J'entendais ce matin un peu, on parlait de l'humour. Mais j'avais pas anticipé le fait que c'était la première fois où j'étais en intervention avec un collègue médiateur. Et donc, au moment où on se présente, le collègue médiateur dit qu'il est médiateur de santé pair. Et forcément, ça pose la question aux gens qui sont en face, qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ce métier-là. Mais c'est quoi MSP ? Et je me souviens d'un petit silence entre nous deux, où on n'a pas prévu, en tout cas moi j'ai pas anticipé que cette question pouvait arriver, et j'ai pas anticipé avec mon collègue ce qu'on allait pouvoir répondre à ce moment-là. Et je vois le collègue tout gêné me regarder en me disant je veux bien que tu répondes à cette question-là, mais moi en n'étant pas dans l'idée qu'il faut que je dévoile ce pourquoi il est médiateur, juste expliquer la fonction. Et dans ce moment, il se passe quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui m'a convaincu sur l'idée qu'il fallait qu'on travaille sur cet aspect-là, qui est que j'explique ce que c'est un médiateur santé pair et pourquoi nous, dans l'équipe, on a fait le choix d'en recruter. Et c'est la famille qui réagit, en fait. C'est pas la personne concernée ou celle pour laquelle il y a le rendez-vous qui est organisé, mais la famille tout de suite réagit en me disant « Mais ça veut dire que vous, en tant qu'équipe, vous croyez que les gens comme notre fils, ils peuvent avoir des projets et ils peuvent s'en sortir ». Et je me suis dit, tiens, j'avais pas mesuré à quel point l'idée de l'espoir dont on parlait un peu ce matin et qui a bien été rappelée, on pouvait aussi le porter par cet intermédiaire-là en disant que nous, on y croyait et qu'on y croyait tellement qu'on a fait le choix de recruter des collègues qui peuvent avoir un trouble de santé mentale et c'est pas un problème puisque ça a été dit aussi ce matin. En fait, on découvre que dans les équipes, il y en a plein qui ont des troubles de santé mentale et qui sont pas dits médiateurs de santé pair. La problématique qui nous questionne, c'est que les collègues médiateurs santé pair, quand ils sont introduits dans les équipes, c'est déjà dit les difficultés qu'ils ont, pas pour les professionnels de santé. Donc ça, je pense que ça mérite qu'on creuse un peu ça, parce que ça nous permet d'aller plus loin avec les situations qu'on rencontre. Voilà, ça c'était la première anecdote. Je suis désolé Alexandra, c'était celle qu'il fallait que je raconte avant ta présentation. La deuxième anecdote, c'est pour parler un peu plus d'un dévoilement personnel. Quand j'étais jeune professionnel de santé et que je commençais ma carrière, je vais un jour dans ce qu'on appelle un repas thérapeutique. Donc il y a plein de gens qui sont en train de manger, on a préparé le repas avec eux. Je suis avec une collègue psychologue. Et moi je commence à m'intéresser aux gens qu'on rencontre, je les connais pas trop, puis je pose plein de questions. Je suis un peu curieux et j'ai tendance à beaucoup parler avec les gens. Et puis je commence à poser 1, 2, 3 questions pour vraiment apprendre à connaître les gens. Et à un moment donné, j'ai un usager, une personne qui est en face de moi et qui me dit mais vous êtes bien mignon, vous, à poser plein de questions sur moi, mais est-ce que vous accepteriez que on vous pose ces questions-là ? Et c'était la première fois que j'étais confronté à cette question-là et je ne savais pas quoi répondre parce que je me suis dit ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé entre guillemets cette question-là en tant que professionnel. Moi, j'ai appris qu'il fallait poser des questions, qu'il fallait avoir des informations sur les personnes pour savoir comment on les accompagne, mais je me suis jamais interrogé sur est-ce que moi j'accepterais de partager des informations me concernant avec eux. Et donc, je fais le choix avec eux de me dire, j'ai été formé un peu à la systémique, donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, en me disant, j'ai appris qu'en systémique, on parle de système observé, système observant. Donc, les gens qui sont en face de nous et qu'on essaye d'accompagner, ils sont tout autant dans l'évaluation de l'utilité qu'on va avoir pour eux, que nous, on est dans l'évaluation des compétences, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir et de comment on va les accompagner. Donc, je fais le choix de dévoiler des choses d'ordre personnel et d'accepter l'idée que ce soit eux, les personnes en face de moi qui me posent des questions et je leur dis si je suis pas d'accord pour répondre, je vous dirai que je suis pas d'accord pour répondre,
comme j'accepte le fait que vous, quand je vous pose des questions, j'accepte l'idée que vous ne me répondiez pas, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu avec les personnes qu'on accompagne que l'idée du dévoilement, c'était pas quelque chose qu'on utilisait tout le temps, c'était aussi quelque chose qui se maîtrisait, qui se travaillait, et qui était vraiment une technique telle que ça a pu être appelé ce matin, qui permettait d'apprendre à se connaître et à savoir comment on envisage l'accompagnement après. Tu voulais réagir? Je voulais rebondir sur ce que vous dites tous les deux, parce que j'entends, c'est une compétence d'interaction finalement, et elle doit se maîtriser, elle peut se préparer dans le programme PEPS que j'ai évoqué tout à l'heure. Les professionnels sont prêts à dévoiler, à partager une expérience, mais parfois on s'y attend pas, et peut-être même toi, on est surpris de l'émergence d'une envie de dévoiler quelque chose, de partager une expérience. Et puis dans d'autres études que j'ai menées, au niveau interactionnel, c'est intéressant de voir comment finalement un dévoilement de soi est précédé souvent de questions de la part des patients ou des participants à un programme, et génère une surprise chez le professionnel, et probablement peut-être aussi chez toi. Il y a la surprise, on peut se préparer, c'est une question de posture peut-être, éthique, on le disait aussi ce matin, mais même si c'est préparé, maîtrisé, il y a quelque chose de l'authenticité qui fait que on n'a pas toujours choisi à quel moment ça va se passer, mais par contre c'est une question Moi, ce que je trouve que je me pose. Ouais. Ce qui m'a beaucoup étonnée, ce à quoi je m'attendais pas du tout dans mon métier et dans le dévoilement, c'est que donc je travaille au sein d'une équipe, et ces membres c'était à peu près tous, se sont un moment dévoilés à moi parce que je suis médiatrice de Santé Père. Et souvent dans une voiture, ou enfin on fait des visites à domicile, donc on est souvent sur la route, et c'était ces moments que pourquoi moi? Je me suis dit, après, je sais pourquoi, mais et c'était vraiment sur le ton de la confidence, sur le ton de surtout, enfin même s'ils l'ont pas dit, surtout ne le répète pas aux autres. Et d'ailleurs, j'ai jamais répété aux autres ce que chacun m'a dit, m'a confessé en quelque sorte. Moi, je rejoins ce que tu dis, Alexandra. Il y a une part aussi d'imprévisibilité, effectivement, dans ce qui se passe dans les échanges avec les gens. C'est-à-dire, bien sûr que ça se prépare, et que l'idée du dévoilement en tant que technique de soins, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on a repéré avec des personnes, tiens, peut-être là, ce serait pertinent. Et d'ailleurs, dans les équipes à Jonzac, nous, des fois, c'est une question qu'on peut se poser quand on fonctionne de manière un peu interprofessionnelle ou transprofessionnelle, avec l'idée, tiens, qu'est-ce qui fait que ce serait plus un tel ou un tel qui rencontrerait tel professionnel. Mais il y a aussi effectivement cette part de spontanéité qu'on peut pas enlever, ou d'imprévisibilité qu'on peut pas enlever à ce moment-là, parce que c'est le moment où ça se passe. Et donc des fois, on passe à côté, et on doit accepter l'idée qu'on est passé à côté. Puis des fois, c'est possiblement ce moment-là. Dans l'anecdote que je racontais, voilà, moi c'est comme ça que je l'ai senti, où je me suis dit, tiens, là c'est un moment où peut-être c'est une manière de faire lien avec la personne concernée. Pour vous dire, quand j'ai eu cette histoire-là, je me suis fait engueuler par ma collègue psychologue très fort après. Elle m'a très clairement dit, c'est n'importe quoi ce que tu viens de faire. À aucun moment, on accepte l'idée de donner des informations d'ordre personnel auprès des gens. Et moi, j'étais pas très bien, parce que j'étais jeune stagiaire, en me disant, merde, j'ai fait une grosse connerie et une grosse boulette pour mon stage, où on va pas me valider le stage. Et en même temps, l'anecdote qui m'est arrivée, c'est que le lendemain, cette personne-là, qui était connue du service et que ça avait longtemps qu'ils accompagnaient, ils n'avaient pas trop d'infos, cette personne-là, elle m'a amené des chouquettes le lendemain matin pour me dire bonjour. Enfin, vraiment quelque chose où elle m'a fait comme un petit cadeau. Et je me suis dit, tiens, c'est particulier, parce que je me suis fait engueuler la veille par mes collègues, en tout cas par ceux qui m'évaluent, mais la personne, elle me fait un cadeau le lendemain. Alors un cadeau au sens symbolique du terme, c'était pas mais comme si s'était passé quelque chose dans la relation qui faisait qu'elle s'autorisait à pouvoir me donner des infos et à pouvoir partager et co-construire un accompagnement après. Je vais encore rebondir sur ce que vous venez de dire les deux. Moi, je suis interactionniste. Je travaille avec des démarches ethnographiques. Donc, les références à Erwin Goffman ce matin m'ont bien parlé. Si le dévoilement de soi est une compétence, c'est une compétence d'interaction, à mon avis. Et l'interaction, comme on le dit, comme vous le dites, le dévoilement, il
il est toujours situé, contextualisé à un moment donné. En tous les cas, dans toutes les situations que j'ai pu étudier, elle n'arrive pas par hasard, elle est co-construite dans une relation. On parlait d'alliance thérapeutique ce matin aussi, il y a les effets dont on doit parler nous, mais il y a aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant que professionnel, dans une situation particulière, avec quelqu'un, à un moment donné aussi de son processus de rétablissement, le dévoilement advient, même s'il est maîtrisé. Mais la question que c'est très situé à un moment donné, ça, je trouve que c'est intéressant de retenir. Ouais. C'est situé et parfois ça ne doit pas l'être du tout. Par exemple, moi, il m'est arrivé, il y a un moment déjà, je traversais un épisode mixte, mais j'avais décidé de ne pas m'arrêter. Et j'étais pas super bien. Et je me suis confiée à un usager qui a la même maladie que moi et qui avait aussi un épisode mixte, en voulant créer de la connivence thérapeutique. Et en fait, je lui ai fait peur. Après on a déconstruit ça. C'était il y a 2 ans. Et maintenant il accepte de me revoir, mais ça a été très compliqué pour lui. Il s'est tellement mis à ma place, il y a tellement eu un effet miroir dans le dévoilement qu'il avait même peur que je reprenne la voiture parce que j'étais en VAD et que je reprenne la voiture juste après le rendez-vous. Il avait peur pour moi et il était pas bien, mais à cause de moi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit se situer, mais parfois ça doit pas se situer du tout. Quoi. Et alors peut-être ça va introduire ta deuxième étude, mais je pense que aussi une des questions et ça va avec ce qu'on a un peu dit ce matin, mais moi je trouve que dans les effets que ça a sur les équipes et sur les professionnels, c'est aussi une question de posture. Et donc on entend beaucoup parler aussi de stigmatisation et de travail pour lutter contre la stigmatisation qu'on peut renvoyer. C'est une forme de stigmatisation aussi pour les pros, hein. Quand on entend des dévoilements de personnes concernées et qui racontent leurs histoires et qui racontent ce qu'ils ont vécu dans les structures hospitalières ou de la part des soignants, il faut le porter. Et moi je suis pro de santé et des fois je suis horripilé d'entendre des témoignages, non pas parce que je trouve que c'est pas bien, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait ces témoignages, mais ça pose la question de notre posture en tant que professionnel, de ce que ça doit amener. Donc peut-être ça amène ta deuxième étude. Voilà, donc sur invitation de Julien, je vous présente la deuxième étude sur le développement de soi et les rapports de place. Les rapports de place dans la relation thérapeutique et le dévoilement de soi comme une compétence professionnelle, interactionnelle. Quand je parle de rapports de place, j'entends les rapports de pouvoir, d'expertise et d'affectivité. Donc, je vais m'expliquer un peu plus loin. Donc, toujours sur le terrain du programme PEPS, nous avons mené une étude microsociologique à partir d'enregistrements vidéo des séances PEPS de 3 groupes en Suisse romande. Et ces enregistrements, nous avons retranscrit tous les échanges verbaux, non verbaux, qui ont eu lieu durant ces 8 séances psychoéducatives. Et ces transcriptions et l'analyse conversationnelle que nous avons fait nous ont permis d'effectuer des descriptions fines des enjeux et des phénomènes interactionnels que nous observions, et en particulier, ce sera l'objet de la suite, de ce qui se passe lorsque un professionnel partage une expérience personnelle, à quel moment ça survient et qu'est-ce qui suit. Donc nous avons cherché à comprendre en quoi le partage d'expérience entre professionnels et patients est ou non une ressource au développement et au maintien d'une relation thérapeutique, et quelle est l'influence de ce partage d'expérience sur les configurations interactionnelles entre professionnels et participants. Avant de vous présenter une très courte vidéo des interactions que je vais analyser au plan conversationnel avec vous juste après, j'aimerais dire quelques mots sur les différents outils analytiques que j'ai utilisés, mais qui résonnent avec ce qu'on vient de discuter et les présentations de ce matin en quelques mots. Donc, je considère que l'interaction, elle est faite de 3 registres, de 3 dimensions. La dimension, le déontique,
c'est-à-dire les droits des participants d'une interaction d'imposer des actions à leurs coparticipants. Donc, c'est les enjeux de pouvoir sur ce registre déontique. Vous le verrez dans les transcriptions en vert tout à l'heure. La dimension épistémique, donc c'est les informations que les participants à une interaction ont le droit ou l'obligation de connaître par rapport à leurs coparticipants. On est sur les territoires d'expertise, les savoirs expérientiels, disciplinaires, techniques, etc. Et puis la dimension, le registre émotionnel, affectif, qui concerne les émotions et plus largement l'affectivité, que les participants à une interaction sont autorisés ou attendus d'exprimer à leurs coparticipants. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment ces trois registres s'imbriquent dans l'interaction et comment finalement un dévoilement de soi va venir reconfigurer les rapports de place, de pouvoir, d'expertise et d'affectivité. Donc, l'extrait vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Ici, vous voyez les personnes que nous verrons sur la vidéo. Donc, à gauche et à droite, les animatrices, pour anonymiser, on les appelle Annie A et Annie B. Et puis, au centre, 2 participants. Il y en a 4 autres, mais qui ne sont pas dans le champ de la caméra. Pour anonymiser, on les a appelés la personne 1 et la personne 7. Donc, je vous propose maintenant de visionner ces 3 minutes qui seront analysées ensuite. On est à la 4e séance PEPS et puis le groupe doit reprendre les exercices qui ont été faits dans l'intercession. Et donc l'animatrice A va ouvrir avec l'animatrice B cette session-là. Et puis la personne 1 va lire la consigne et ensuite il se passera ce que vous allez observer. Alors nos devoirs, voyons. Est-ce que quelqu'un veut les lire ? Entraînons-nous pour la prochaine fois. Entraînons-nous à anticiper les moments agréables. Sélectionnons un événement positif qui va survenir prochainement. Troisièmement, entraînons-nous à anticiper en imaginant cet événement. C'est clair pour tout le monde, la consigne de l'exercice ? Anticiper un événement positif qui va nous arriver. Je vais vous embêter. Quand on doit faire le deuil d'un tas de choses qu'on aime faire, comment trouver du plaisir à faire des choses puisqu'on est mal? Merci. Alors moi, je reviendrai peut-être sur ce que je vis ces temps. En fait, je suis dans une période difficile justement de perte dans ma vie personnelle. Et puis ça a pas mal entravé ma capacité à pouvoir me projeter dans des moments positifs. Parce que justement, la douleur, elle est plus forte, elle est plus importante. Et cependant, ce programme m'amène beaucoup de choses. Je découvre beaucoup de choses, c'est aussi très riche pour moi. C'est un peu comme si j'avais un petit lutin sur l'épaule qui me dit te laisse pas aspirer complètement. Alors oui, il y a des moments où j'essaie de vivre les moments difficiles et puis même de trouver des moments pour pouvoir exprimer mes émotions à ce niveau-là. Et puis il y a aussi des moments où j'essaie de me donner un peu de place pour du positif. Et puis je me dis, effectivement dans la vie, il y a parfois des drames, on en vit tous, des douleurs, mais il n'empêche que il y a quand même, mais c'est ténu, mais il y a quand même des petites choses qui sont là. Et ça vaut la peine, quoi. C'est, effectivement, c'est ténu, et ça peut pas éclairer le tout. Mais c'est vrai que moi, là, je vois que depuis quelques séances, ça m'a beaucoup entravée pour pouvoir appliquer les choses, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est un peu comme si il y avait une petite fenêtre ouverte
où je peux me dire, le fait de penser tout au long de la semaine, ouais, il y a PEPS. Alors effectivement, la douleur, elle est là, hein, mais les choses, le beau, l'agréable continue d'exister aussi. Puis c'est un peu l'idée de ne pas se laisser complètement envahir ou submerger. Et puis de s'accorder des petites bulles d'oxygène comme ça, là-dedans. Mais c'est difficile, hein, c'est pas simple. Puis moi, je vois ces temps, j'ai eu de la peine à conceptualiser qu'il puisse y avoir des moments où je me dis ouais, ça c'est un moment agréable, ça va être un moment agréable. Et du coup, j'essaye de grappiller des petites choses au passage, c'est difficile. Je suis un peu comme ça tout le temps. Mm-hmm. Ouais, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu mon pays que j'aimais beaucoup. Ouais. C'est dur. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vrai ce que vous dites. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à votre... Oui, en fait, ça me fait penser à un témoignage d'une thérapeute qui disait des choses similaires. Ouais. Je vais essayer. Je pourrais faire comme une amie. Elle s'est fait abonner au journal qui annonce que des bonnes nouvelles. Ça pourrait aider. Donc je vais vous montrer pas à pas comment les registres s'entremêlent et les positions se renégocient au plan déontique en vert. Vous verrez les annotations en vert au niveau épistémique, donc au niveau des savoirs en jaune et au niveau affectif en rouge. Donc ici, vous voyez une transcription des échanges que vous avez vus en vidéo. Donc dans un premier temps, on observe des rapports de place typiques dans un groupe thérapeutique selon les rôles institués et attendus. Ah, mais c'est parce que je fais sur mon ordi et pas sur vous. Voilà. Excusez-moi, je me reprends. Donc ici, vous voyez la partie déontique, donc la façon dont l'animatrice gère la séance, les activités, elle distribue la parole. Il s'agit de positionnements asymétriques complémentaires qui sont attendus dans le cadre de cette rencontre et de ce groupe. Au niveau des rapports épistémiques, c'est-à-dire des enjeux d'expertise, on observe là aussi des positionnements asymétriques, A pour animatrice, P pour personne. Les animatrices annoncent les exercices qui devaient être effectués avant cette séance. On voit une participation active des participants. Lors de la lecture des tâches qui étaient à réaliser, on observe que la participante anonymisée P7, elle réagit, elle prend la parole spontanément, donc elle s'auto-sélectionne, elle prend elle le leadership, en tout cas la volonté, le positionnement d'interrompre en fait le cours de l'interaction. Et elle donne un virage à la séance en détournant le thème qui est proposé. Donc il s'agit d'une première bascule des rapports de place. J'ai de la peine à suivre avec mon ordinateur. Au niveau épistémique, elle sollicite l'expertise des animatrices en proposant le thème du deuil, qu'on voit ici en rouge. Elle se positionne comme non sachante sur ce sujet. On voit ici un positionnement complémentaire en termes d'expertise. Donc, on voit très clairement ici que le contexte de la rencontre distribue des rôles, des places, et les positionnements des uns et des autres sont complémentaires. Tout le monde est, entre guillemets, à la place attendue, hormis au moment où la participante prend la parole et détourne le topic. Il se produit ensuite un dévoilement de soi de l'animatrice A, qui est centré sur le vécu personnel et des émotions douloureuses qu'elle raconte. Mais si on observe au plan vocal, gestuel, même si
dans le lexique, il y a des éléments liés aux émotions douloureuses, on n'observe pas de manifestation d'emphase affective. Elle n'a pas la voix qui tremble, il n'y a pas de variation d'intonation. On voit que le contenu est d'ordre émotionnel, mais que le dévoilement de soi est dans une maîtrise sur le plan affectif. Avec ce dévoilement de soi, l'animatrice se positionne dans une relation symétrique, égalitaire avec la participante concernant l'expérience de vie, le vécu et les émotions douloureuses. Au niveau épistémique, l'animatrice explicite les éléments enseignés dans PEPS, donc elle reste en position sachante, mais sur 2 territoires épistémiques distincts, celui des savoirs expérientiels et des savoirs disciplinaires liés au programme. À la fin du récit, on observe la participante qui se redresse et s'avance sur sa chaise. L'animatrice clôture ensuite son dévoilement de soi, qui reste centré sur son vécu personnel, avec le thème proposé par la participante et orienté vers les stratégies PEPS. Les rapports de place sont toujours égalitaires du point de vue expérientiel, et l'animatrice montre une position experte des contenus du programme qu'on voit dans tout le dévoilement de soi. On voit ensuite la personne 1, le participant qui évoque son propre vécu similaire à celui de l'animatrice. Donc on voit un premier effet du dévoilement de soi qui est de solliciter, d'augmenter le partage de l'expérience et du vécu des autres participants du groupe. L'animatrice lui répond à ce moment et reprend la conduite des échanges en s'adressant à la participante, en indiquant ici une position de maîtrise de la progression des échanges. Elle ne dévie pas de l'adressage de son dévoilement de soi à la participante et pour le moment, elle ne répond pas aux participants. Nous voyons ensuite que c'est la participante qui clôture cette séquence en prenant une place très active de leadership tant sur le déroulement de la séquence que dans le contenu, résolument orienté vers une stratégie créative pour faire face à ces émotions douloureuses. Donc cette séquence est emblématique du corpus étudié et me permet de vous présenter maintenant une synthèse des patterns que nous avons observés dans nos données. Donc, au niveau de la phase 1, les rôles et les places sont déterminés par la situation et basés sur les rôles prescrits et institués. Les animateurs gèrent l'agenda de la séance et les tâches liées au programme PEPS. Là, il n'y a pas d'improvisation, on est dans le cadre institué. Et les animateurs sont donc en position dite haute et complémentaire avec les patients et participants qui s'alignent à ces rapports de place. Dans la phase 2, avec le dévoilement de soi, les animateurs modifient leur positionnement et réduisent les asymétries. Ils partagent leurs expériences personnelles et rendent de ce fait la relation plus égalitaire en ouvrant un nouveau territoire épistémique dans leur propre registre, celui des savoirs expérientiels. Et l'interaction est basée sur une symétrie des savoirs. Ils maintiennent les professionnels, leur rôle professionnel justement, manifesté par une asymétrie épistémique, la maîtrise des savoirs experts et par le contrôle de l'intensité émotionnelle du dévoilement de soi. Dans la troisième phase, on observe toujours une bascule des rapports de place par l'usage des dévoilements de soi, qui a pour un effet un renversement des positionnements épistémiques et une actorialité des patients, ce qui veut dire que là où le contexte prescrit des rôles asymétriques complémentaires, un dévoilement de soi va pouvoir avoir comme effet de provoquer des bascules qui peuvent être momentanées ou bien plus pérennes dans le cours de l'interaction. Il y a des articles qui peuvent détailler plus avant ces questions de rapport de soi, si ça vous intéresse. Merci.
Merci Alexandra. Moi je trouve que ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on parle des effets des dévoilements sur les équipes, c'est aussi Yanis, je crois, qui en a parlé un peu ce matin. Souvent on est dans cette question-là de la position asymétrique pour tendre vers la position symétrique. Et il me semble que ça, c'est hyper intéressant de l'avoir en tête, mais qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'aussi la symétrie, elle existe de base. Et que donc ce qu'on doit gérer, entre guillemets, quand on utilise le dévoilement, c'est aussi d'accepter l'idée que on ne cherche pas toujours la symétrie relationnelle, on cherche aussi l'expertise ou la compétence des personnes concernées qui viennent nous apprendre des choses et qu'on va réintroduire après dans nos pratiques professionnelles. Et donc, je pense qu'on alterne toujours entre des positions symétriques et asymétriques. Et je trouve que l'exemple de l'étude que tu donnes est plutôt pertinent. Je crois qu'au niveau du temps, on est plutôt pas trop mal, il me semble. 9 minutes pour nous ou avec les échanges D'accord. Faut qu'on meuble pendant 9 minutes. Bon. Bonjour. On peut refaire les présentations. Après, si vous avez fini, on peut passer aux questions. On peut Voilà. passer aux questions, alors. Non, tu voulais C'était juste dire, pour vous laisser toi, l'opportunité de rebondir un peu. Il y avait la 3e étude, si Bah, tu veux en parler un petit peu. Oui, mais d'abord, moi, ça m'intéressait de savoir, toi, ce que tu penses de ces rapports de place symétriques, asymétriques. On voit que c'est sur différents ordres, donc il y a des fois des doubles asymétries. Yanis l'évoquait aussi ce matin. Comment toi, en tant que médiatrice, tu vis Moi, je ça? trouve que c'est toujours... pour moi, c'est toujours une surprise quand le professionnel se dévoile devant l'usager et justement occupe cette place totalement égalitaire. C'est quelque chose que j'ai pas souvent vu et même parfois, presque jalousement, je voudrais garder ça pour moi. C'est ce rapport de force là, parce que c'est en tant que médiatrice de santé père, c'est de donner l'espoir par cette relation, c'est un peu le cœur de... Enfin, moi, je pense que c'est le cœur de... Je pense que l'espoir, c'est le cœur de mon métier. Que je le fasse avec un outil ou sans outil. Mais en tout cas, c'est cette relation égalitaire qui tend vers l'espoir, qui propose de l'espoir pour l'usager. C'est vraiment... c'est ce pourquoi je fais ce métier, en tout cas. Alors là, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant, c'est que le but n'est pas le même. Ouais. Lorsque tu te dévoiles ou lorsqu'un professionnel se dévoile, on est plus dans la question de l'alliance thérapeutique, de la relation de confiance, la chaleur, l'authenticité, pas forcément pour donner l'espoir, pour déstigmatiser, normaliser, alors que dans ce que tu décris, c'est clairement un autre objectif. Et ça, il me semble que c'est un élément important qui a été dit ce matin, mais qui se donne à voir là dans ce qu'on dit. Moi, si je peux compléter, par exemple, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nour, parce que moi, je lutte contre une idée aussi dans les équipes de soins de dire que quand il y a entre guillemets un dévoilement, il doit être réservé au MSP. C'est-à-dire, je ne crois pas que le dévoilement soit réservé au MSP. Je crois par contre qu'on peut reconnaître au MSP ou au père aidant professionnel que c'est une compétence spécifiques qu'ils peuvent avoir, mais qui peuvent être totalement utilisés par d'autres professionnels, au même titre que, en tant qu'ergo, j'ai des compétences spécifiques et que je dois accepter que d'autres professionnels peuvent l'utiliser ou le mettre à bon escient. Voilà. Ce à quoi on doit être vigilant, et là, peut-être des fois, moi, ça m'arrive dans les rapports que j'ai avec les collègues, c'est la question de à quel moment, comment c'est situé, qu'est-ce que ça apporte pour la personne qu'on accompagne? Est-ce que c'est utile? Et l'utilité que ça. Et ça, c'est un vrai sujet des fois dans les équipes, parce que par moment, ça peut être perçu comme, c'était pas du tout le moment où il fallait faire ça. Par moment, on a une surprise et on doit accepter l'idée que c'est très surprenant, mais que ça a fonctionné. Et puis par moment, on est passé à côté. Totalement, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. On s'est imaginé que, on a fait l'hypothèse que ça marcherait, et puis ça marche pas du tout. Et donc, on doit se re-questionner. Donc, je trouve que cette question, effectivement, du dévoilement, comme tu l'as décrit, Alexandra, et ce que décrit Nours, je trouve que ça va au-delà de la compétence spécifique des MSP. Et c'est pareil, ça a une deuxième réaction, ça, par rapport aux MSP, des fois, c'est la question du privilège dans les équipes. Alors moi, j'ai souvent entendu ça en disant, le fait que on ait des collègues MSP venait transformer aussi les liens au sein des équipes. Et donc, des fois, c'est vu par les collègues comme, ouais, mais ils ont des privilèges par rapport à d'autres. Et donc, je trouve que ce rapport de force dont on parle, ou ce rapport de la compétence qu'on peut avoir chacun, ça doit toujours se discuter sur à quel moment ça a un intérêt pour les gens qu'on accompagne, comment on le fait,
Et c'était la question de ce matin, c'est pas est-ce qu'on doit faire du dévoilement, c'est comment on le fait de la manière la plus adaptée possible en étant respectueux des gens qu'on Et la accompagne plus authentique. et respectueux de l'équipe. Donc, parce que si un collègue accepte l'idée de se dévoiler, ça ne devient pas une information qui met au pilori ce collègue-là quand il le fait. Voilà, je trouve que c'était important de le préciser. Ça me fait penser que si le dévoilement de soi est une compétence, alors elle s'apprend. Et si elle s'apprend, elle s'enseigne. Et que ce soit dans les formations initiales, j'espère qu'il y en aura de plus en plus de formations au dévoilement de soi. À Lausanne, nous avons formé des étudiants en formation initiale au dévoilement de soi par l'analyse de vidéos comme celle-ci, en observant, en décrivant qu'est-ce qui se passe, à quel moment, pourquoi. Et puis aussi en supervision. Cette équipe a été supervisée et se sont penchés sur ce moment. Et l'animatrice dit qu'en fait, elle s'observe au moment du dévoilement de soi, un peu dans une activité méta-réflexive au même moment du dévoilement de soi. Et elle dit, je m'observe et j'observe l'autre pour voir est-ce que je vais encore un peu plus loin ou est-ce que je m'arrête. Donc il y a une sorte d'ajustement permanent de ce qui est en train de se passer dans l'interaction. Et former au dévoilement de soi, c'est aussi apprendre à se voir dans l'interaction et à monitorer, gérer ce qui est en train de se passer et au niveau de la conscience de soi aussi. Donc, je trouve intéressant de penser que c'est une compétence peut-être qui peut s'apprendre. Qui s'apprend, et peu importe le métier, que ce soit le tien ou un autre. Et qui peut s'apprendre par l'expérience aussi. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous.